Salut et bienvenue dans le 13e épisode du podcast Dans la tête de Simone. Alors comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, je vais vous parler des Chroniques des Défendeurs et de la manière dont j'ai intégré de l'histoire dans cette série d'Urban Fantasy. Comme c'est une série d'Urban Fantasy qui est ancrée sur notre monde actuel et que la plupart des personnages ont plus de 100 ans, c'est naturel que l'histoire s'invite un petit peu dans cette aventure-là. Alors évidemment c'est moins flagrant dans le premier tome que dans les tomes d'après. Mais il y a quand même des choses, des indices qui peuvent vous faire tilter. Alors je ne sais pas si vous y avez pensé ou quoi, mais en tout cas on va voir, on est un peu là pour ça. Donc dans ce premier épisode, comme vous pouvez le voir sur le titre, je vais vous parler de l'Atlantide. Alors vous vous dites, l'Atlantide, mais enfin de quoi elle nous parle? Il n'y a pas d'Atlantide, il n'y a pas de monde immergé dans son récit et tout. Non, il n'y a pas de monde immergé, c'est vrai. Et c'est quelque chose d'assez marrant parce que quand on regarde le mythe de l'Atlantide, alors, mythe ou réalité, ça fait partie de ces récits. On ne peut pas contredire leur véracité, le récit existe, mais ce qu'il raconte, l'existence d'une civilisation qui a été engloutie, ça par contre, on n'arrive pas à avoir des preuves tangibles et historiques. Ce qui fait que beaucoup de chercheurs sont partis de l'hypothèse que Platon avait simplement inventé ce mythe pour faire comprendre à ses élèves ce qu'était l'utopie, puisqu'il présentait les Atlantes comme étant un royaume et une démocratie. Donc c'est un royaume et une démocratie, parce que les Grecs ne voyaient pas le problème en fait d'associer les deux. Mais donc Platon voyait cette cité comme un modèle politique, et donc il présentait ça à ses étudiants pour les faire réfléchir sur les problèmes d'Athènes et sur la manière dont on peut arranger la politique. Et donc ce mythe-là de l'Atlantide a résonné pendant des siècles pour arriver à... On ne sait pas si ça a existé ou pas. La plupart des gens pensent que ça n'a pas existé, et tant qu'on ne trouve pas de preuves archéologiques, on peut affirmer que l'Atlantide n'a pas existé. Et moi, du coup, forcément, en tant qu'historienne, etc., je me suis passionnée pour ce genre de choses. Et ce mythe-là, j'en ai fait autre chose. J'en ai fait... alors, il y a deux parties. Une partie que vous avez découverte dans le cycle 1, dans le tome 1, qui est la cité des Eldar. Et une autre partie que vous découvrirez dans le cycle 2. Et oui, je sais, mais vous savez qu'il y aura deux cycles, puisqu'il y a marqué cycle 1, donc ça appelle un cycle 2. Donc, si vous avez apprécié les Défendeurs, je pense que vous pourrez attendre jusque-là pour vous dire tiens, l'Atlantide, elle nous en avait parlé. Donc voilà, donc je vais rapidement brosser un petit peu le portrait du mythe en lui-même, vous expliquer pourquoi en fait ce mythe a pris une telle importance. Et ensuite, on va essayer de voir si on peut y croire ou pas. Et puis je vous ferai un parallèle avec la cité des Eldar. Donc l'Atlantide. L'Atlantide, en fait, c'est donc l'île qui est, soi-disant, située dans l'Atlantique, à l'ouest du détroit de Gibraltar, et qui aurait été engloutie pendant un cataclysme en 9000 ans avant que Platon lui-même ne relate les événements. Donc ça fait... plus de 16 000 ans avant nous. Chez les Grecs, c'était... Donc vous voyez, c'est des choses très loin, et Platon nous apprend qu'il a appris ce récit-là de son maître Solon, qu'il le tenait lui-même d'un prêtre égyptien. Donc vous voyez déjà, c'est un racontard. Donc sur cette île, ce sont les descendants de Poséidon qui règnent. Donc Poséidon, c'est le dieu de la mer chez les Grecs. C'est un pays avec une puissance qui n'a pas d'égal, pas de rival, avec un pays qui regorge de richesses, de métaux précieux, d'une faune et d'une flore absolument fantastiques. Et là où en fait Platon se tire un peu une balle dans le pied, c'est qu'il parle d'une guerre entre Athènes et les Atlantes. Mais évidemment,
personne en Grèce, au cours des 9000 ans qui ont précédé Platon, n'a mentionné une guerre entre Athènes et l'Atlantide. Donc, rien que là-dessus, déjà, on peut douter du caractère véridique de Platon. Mais évidemment, c'est Platon. Ça aurait été n'importe qui, on aurait retrouvé ce récit dans le grenier d'un inconnu, ou enfin voilà, on aurait dit, bon, on s'en fout. Mais c'est Platon. Platon, c'est quand même un des philosophes majeurs de la pensée occidentale. Son œuvre, c'est une recherche rigoureuse. Il n'y a pas de limitation de domaine parce qu'il pense partout. D'ailleurs, les chercheurs grecs et les penseurs grecs étaient des penseurs omniscients, enfin pas omniscients, mais ils s'intéressaient à tout, donc ils faisaient de tout. Il n'y avait pas, on est juste philosophe, on est juste mathématicien, on est juste, vous savez, comme aujourd'hui on cloisonne toutes les disciplines. Chez les Grecs, toutes les disciplines étaient ouvertes. On pouvait être historien et mathématicien, on pouvait, ouais, on voyageait. Donc effectivement, Platon est la caractéristique même du philosophe grec. Et donc, il a une réflexion qui est effectivement très juste et qui a forgé la philosophie occidentale. Donc c'est quelqu'un, on va dire, de plausible, de crédible, avec une certaine réputation, etc. Ça a été l'élève de Socrate, il a créé une école, enfin voilà, c'est quelqu'un qui compte, qui a une bonne réputation. Voilà. C'est pas un racontard, c'est pas un affabulateur, c'est pas un... Voilà. Donc effectivement, c'est aussi pour ça que ce récit-là a réussi à traverser les âges avec une facilité déconcertante. Et en plus de ça, pour créer le mythe de l'Atlantide, Platon puise dans de nombreux récits pour donner un caractère véridique. Il utilise des passages des œuvres historiques d'Hérodote et de Thucydide. La guerre entre Athènes et l'Atlantide fait penser aux guerres médiques. Et la description de la ville ressemble à celle de Babylone, avec ses immenses murailles et ses portes. Platon exploite même les événements naturels qui se sont déroulés, puisque la disparition de l'Atlantide fait songer à l'explosion du volcan, qui a englouti une partie de Santorin en moins 1450. Alors après, il y en a plutôt qui disent que c'est le tremblement de terre à Hélice en moins 373, qui est contemporain de Platon, qui l'a inspiré. Et ce qui explique que la cité disparaît en une nuit. Et puis évidemment, il puise dans la mythologie avec la lutte entre Poséidon et Athéna. Poséidon qui est le dieu de l'Atlantide, Athéna qui est la déesse d'Athènes, et donc les deux s'affrontent régulièrement. Et donc pourquoi pas, les cités s'affrontent aussi. Donc effectivement, tout ça fait que son récit peut paraître historique. Pour autant, ses contemporains ne l'ont jamais pris comme authentique. On sait par d'autres écrits que ses élèves savaient que c'était une allégorie, de la même manière que l'allégorie de la caverne, qu'il utilisait effectivement pour faire passer son message sur l'utopie. Les Romains le mentionnent, mais ils ne s'attardent pas sur le sujet. Donc c'est vraiment... Voilà, on comprend que l'Atlantide, c'est qu'une allégorie politique. Et puis finalement, c'est en 1485, un Italien, Marcile Firtien, qui traduit le Critias. Donc le Critias, c'est le nom du récit où se trouve le récit de l'Atlantide. Il le fait publier. Et on découvre l'Amérique peu de temps après. Et les Européens pensent du coup qu'ils ont découvert le continent perdu de l'Atlantide. Le conquistador Francisco Lopez remarque même que le mot eau en aztèque se dit atl, ce qui est les 3 premières lettres de l'Atlantide. Donc on commence à se dire, ça y est, on a trouvé finalement Platon ne divaguait pas. Et puis au XVIIe siècle, on se dit, bon non, l'Amérique c'est trop grand, ça peut pas être l'Atlantide, c'est pas possible. Au XVIIIe, on oublie un petit peu, on a d'autres préoccupations, avec les différentes révolutions européennes, on pense plus du tout à l'Atlantide. Mais quand même, Bartoli Giuseppe, qui est professeur de grec, étudie les textes de Platon et affirme que l'Atlantide n'est rien d'autre qu'Athènes. Et qu'en fait, c'était effectivement une Athènes rêvée par Platon, ce que Athènes pouvait devenir. Donc du coup, le mythe est relégué véritablement au rang de fiction. Et puis, au XIXe et au XXe siècle, avec les découvertes en archéologie et en paléontologie, on comprend que les continents ont bougé.
que des terres ont disparu et que du coup des civilisations ont peut-être aussi disparu avec. Et donc, la recherche de l'Atlantide revient à ce moment-là, puisqu'on se dit finalement, la Terre a bougé, les continents se sont déplacés, les océans se sont creusés, etc. Finalement, peut-être que l'Atlantide existe véritablement. Et donc, on a différents géologues qui affirment que ça pourrait être dans les Açores, que ça pourrait être Santorin, que ça pourrait être Cuba, ou un endroit dans les Andes. On parle même de Terra, qui est une île volcanique grecque de la mer Égée, qui a été dévastée par une éruption volcanique en 1625 avant notre ère. Bref, on cherche un peu partout, on patauge, on émet des hypothèses. Et puis à la fin des années 1980, on dresse le bilan et on conclut qu'il n'y a pas de traces de l'Atlantide. Alors évidemment, bon voilà, c'est un peu dommage, on se dit flûte, machin. Mais rassurez-vous, en 2009, un chercheur du CNRS, un géologue, un préhistorien, maître de conférence, donc Jacques Coulinard-Girard pour le citer, publie un ouvrage qui s'appelle L'Atlantide retrouvée. Et en fait, il explique que sans se prononcer véritablement sur l'existence historique et politique, il ne sait pas, il affirme qu'il ne sait pas, il dit qu'il a trouvé des traces d'une Atlantide géologique, telle qu'elle est décrite dans le Critias. Donc pour lui, les lieux et les dates coïncident avec des faits. Donc, effectivement, peut-être que Platon, finalement, n'a pas tant fumé la moquette que ça. Alors, pour les lieux, d'abord le lieu, effectivement, il a cherché. Donc, traditionnellement, l'Atlantide est située au-delà des colonnes d'Hercule. Pour les Grecs, les colonnes d'Hercule marquent les bornes de l'univers exploré et habité. Au-delà, en fait, il n'y a rien. On n'y va pas, c'est le vide, c'est le domaine des dieux. Donc, c'est pour ça qu'ils ne partent pas en dehors de l'Europe. Et donc, ces colonnes-là, ce sont deux rochers qui se font face, de chaque côté du détroit de Gibraltar. Vous avez le mont Abila, qui est aujourd'hui Djebel Moussa, qui culmine à 850 mètres d'altitude, qui est au Maroc, et le mont Calpe, qui est en Espagne, qui est plus connu sous le nom de Gibraltar, qui lui culmine à 426 mètres. Et on sait que dans ces coins-là, dans ces grottes du détroit, on a eu un habitat humain qui est celui des chasseurs-cueilleurs, du Paléolithique. Deuxième élément, donc à l'époque citée par Platon, qui est une époque glaciaire maximum, le niveau de la mer était inférieur de 135 mètres. Donc plusieurs îlots d'un archipel étaient accessibles à pied, donc on pouvait traverser. Donc ça pourrait marquer effectivement, pourquoi pas, une cité. Et puis la troisième certitude, on a une remontée des eaux résultant de la déglaciation par la suite, qui se termine aux dates indiquées par le philosophe grec, et donc qui est caractérisée par des séismes et des tsunamis, qui a conduit à la submersion des îles du détroit. Donc ça pourrait coïncider avec effectivement le cataclysme décrit par Platon pour expliquer que l'Atlantide a été engloutie. Donc cette histoire-là géologique, elle s'accorderait avec les récits apportés par Platon. Et donc effectivement, ce mythe-là de l'Atlantide peut renvoyer à des traditions orales qui témoignent vers 9600 avant Jésus-Christ de l'écroulement d'un monde, juste celui des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, puisque là par contre on sait que ils ont habité dans ce détroit-là. On sait que ce détroit a été habité puisqu'on retrouve un crâne féminin datant de la préhistoire en 1848, et on sait aussi que les Phéniciens, au 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ, allaient rendre dans ces grottes un culte à leur déité, puisqu'on retrouve de multiples offrandes à l'intérieur. Donc c'était un endroit visiblement sacré. Alors, selon certains chercheurs, c'est plus eux qui ont véhiculé l'idée que les colonnes d'Hercule étaient la fin du monde, parce que c'était les seuls à les franchir, en fait, ces colonnes, et qu'ils ne voulaient pas
que leur itinéraire puisse être utilisé par d'autres. Enfin, quoi qu'il en soit, concernant l'Atlantide, on ne saura jamais si ça existe vraiment, parce que les conditions pour faire de la plongée dans ces eaux-là et pouvoir vraiment se rendre compte d'une possibilité d'une ville engloutie sont très difficiles. Il y a trop de courants, et donc les temps de plongée sont tellement réduits qu'on n'a pas le temps d'explorer suffisamment. Donc pour l'instant, on peut fantasmer allègrement sur la possibilité d'existence de l'Atlantide. En tout cas, depuis 2009, on a maintenant la preuve géologique que c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça existe, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Pour le coup, là, vous êtes complètement libre de choisir la version qui vous plaît le plus. Alors, je suis vraiment pas la première auteure à mettre en parade de ce mythe. Je pense que n'importe lequel d'entre vous a pu lire au moins un récit ou voir un film avec ce mythe-là. Je cite Disney, l'Atlantide, le monde perdu. Je pense que beaucoup de gens, à défaut de l'avoir vu, en ont entendu parler. Si vous lisez de la BD dans Torgal, c'est pareil. Les extraterrestres dont Torgal est issu sont en fait des Atlantes qui se sont autodétruits avec une arme nucléaire et qui sont partis sur les étoiles. Vous avez David Gibbons, qui est un auteur qui fait beaucoup d'archéologie, etc., raconte aussi le mythe de l'Atlantide. Vous tapez sur Google ou sur Amazon Atlantide et je pense que vous avez pléthore d'auteurs qui se sont emparés de ce mythe. Donc je ne suis pas la première à m'emparer de ce mythe, puisque c'est quand même un mythe qui fait rêver. Par contre, effectivement, j'ai fait un truc qui m'a bien plu. Comme on ne retrouve pas de vestiges archéologiques et que je suis toujours très attachée à la réalité et la crédibilité de ce que je raconte, on ne trouve pas de vestiges archéologiques, donc c'est qu'il n'y en a pas. Je suis partie là-dessus. Donc s'il n'y en a pas, soit l'Atlantide n'a pas existé, soit elle a disparu. Mais elle n'a pas juste disparu sous l'eau, parce qu'on trouverait quelque chose. En plus, maintenant qu'on fait, effectivement, on n'arrive pas à plonger, mais enfin, je pense qu'avec la topographie, etc., on pourrait arriver. Peut-être dans quelques années, on va d'ailleurs peut-être trouver des choses. Quoi qu'il en soit, pour moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut pas que ça soit une cité engloutie. Alors après, quelle autre solution il y a? Ça peut pas être une cité terrestre parce qu'on la verrait. Voilà, à moins qu'elle soit, comme on est quand même dans un monde magique, qu'elle soit cachée par un... Alors au début, j'avais pensé à ça, que ça serait une île, un peu comme Themyscira, vous savez, l'île de Wonder Woman. C'est-à-dire que c'est une île en plein milieu de... Je crois qu'elle est dans le Pacifique, Themyscira, ou l'Atlantique, je sais, non, l'Atlantique. Donc Themyscira, l'île de Wonder Woman, elle est située dans l'Atlantique et elle est environnée d'un brouillard en fait qui empêche les humains d'y aller. Donc ça aurait pu être ça. Mais bon, voilà. Et puis, il y a deux choses qui m'ont inspirée. Donc il y a eu Torgal avec les histoires d'extraterrestres, mais sauf que dans les chroniques des défendeurs, je voulais pas mettre des extraterrestres. Alors ça veut pas dire que je vais pas finir par les mettre, mais en tout cas, je voulais pas au départ. Et puis c'était dans Stargate, si vous connaissez, c'est une série de science-fiction où il y a une équipe d'Américains qui traverse une porte des étoiles et qui leur permet de rejoindre différents points de l'univers. Et ils vont sur une planète et ils rencontrent une race, une espèce d'habitants des arbres, etc. Au début on pense que c'est une race assez faible, et en fait à un moment donné ils dévoilent une cité dans le ciel. Et cette cité dans le ciel, elle m'a plu. Alors après, j'ai vu la Piuta, enfin voilà, après il y a beaucoup de mythes de cités volantes. Et du coup, ça m'a plu. Et donc, j'ai repris ce concept-là avec les Eldar. En mettant, alors, je ne me rappelle plus très bien, je crois que dans le premier tome, je ne décris pas l'histoire complètement des Eldar. Vous le voyez dans le tome... Alors, un petit peu dans le tome 3, parce que dans le tome 3, pour ceux qui l'ont lu, il y a une histoire autour des Eldar et les trois quarts de l'action se passe à les Eldar. Donc on explore de toute façon la cité aérienne au fur et à mesure des tomes. Mais je crois que je raconte l'histoire véritablement des Eldar dans le cycle 2. Donc je vous donne un avant-goût. C'est une cité qui effectivement était avant sur Terre. Et quand je dis que les aériens ont décidé d'abandonner la Terre, c'est qu'ils ont propulsé leur cité au moyen d'un sort dans les airs.
à la fois parce que les aériens se réclament des célestes, et même s'ils ne sont pas tous célestes, ils considèrent qu'ils sont le bien, etc. Et donc c'est dans les airs que ça se passe. Et voilà, il y a limite un peu de les méchants sont sous terre et les gentils sont dans les airs. Et donc les aériens ont voulu partir dans les airs parce que de toute façon ça correspondait à leur philosophie, mais en plus parce que ça leur permettait vraiment de s'affranchir de la menace souterraine. Et effectivement, la seule possibilité pour aller dans la cité aérienne, c'est la téléportation, qui est effectivement extrêmement gardée. Donc les aériens se sont protégés de cette manière-là en propulsant leur cité. Ils ont dit on veut plus combattre les souterrains, donc on s'en va. Donc ça n'en fait pas vraiment des extraterrestres, je ne sais pas, vous décidez si ça fait des aériens des extraterrestres ou pas. Mais en tout cas voilà. Et donc le cataclysme qui est donné par Platon, c'est ça, c'est le sort fait effectivement des séismes et des tsunamis, et au lieu que la cité soit submergée, elle s'est au contraire élevée. Et ça, les humains ne l'ont pas vu, et ils ont cru qu'effectivement elle était tombée, puisque ça paraissait plus logique qu'elle tombe qu'elle vole. Puisque à l'époque, les personnes ne volaient. Donc même maintenant, je pense que quand vous voyez un bouillonnement dans la mer, vous imaginez plus quelque chose qui est tombé que quelque chose qui est monté au ciel. Donc effectivement, du coup, j'ai essayé de mettre un peu tout le monde d'accord et de faire ça. Donc voilà un petit peu le... Alors est-ce que c'est historique, est-ce que c'est mythique? Je ne sais pas, du coup, je vous laisse votre appréciation. Mais je voulais souligner ça parce que c'était la première fois quand j'ai commencé à écrire, puisque j'ai commencé à écrire les chroniques, j'avais 15 ans. Mais c'était la première fois que je mêlais l'histoire et mes récits. Donc j'avais déjà envie que ça soit véridique. Et donc j'ai essayé de me raccrocher à différentes choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vous parlerai du tome 2 du livre de Chris avec Daniel Mombard, qui est un pirate et qui est un personnage pseudo-historique. Vous verrez si ça vous intéresse. N'hésitez pas du coup à m'écouter pour... pas la semaine prochaine, j'ai dit, non, dans 15 jours. Donc n'hésitez pas à m'écouter, puisque là, pour le coup, de l'histoire, il y en aura plus. Je vous mets les quelques liens en description, si ça vous intéresse, pour... voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'Atlantide. Parce qu'évidemment, en 22 minutes, j'ai fait quelque chose de court. Et surtout de pas exhaustif. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, voilà, à vous documenter. C'est un récit qui est assez intéressant et qui fait un peu rêver. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à dans 15 jours. Et lisez bien, prenez soin de vous.